Cet épisode est présenté par Pfizer qui, encore une fois cette année, s'associe à Rethink Breast Cancer, à la Fondation du cancer du sein du Québec et au Réseau canadien du cancer du sein pour mettre de l'avant la campagne Parlons Stade 4. Les impacts du cancer du sein métastatique sont encore mal connus des Canadiens et il est important de comprendre qu'encore à ce jour, ce type de cancer reste une maladie incurable. Alors, comment pouvons-nous aider les femmes atteintes de cette maladie? En écoutant leurs besoins et en montrant notre soutien, en consultant le site web parlonsstade4.ca ou en utilisant le hashtag parlonsstade4 sur les médias sociaux. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Femmes de fer. Merci d'être à l'écoute et cet épisode est très spécial pour moi et je l'espère pour vous aussi. Je parle avec Chantal Maillé et Arlène Beaudoin, deux femmes atteintes du cancer du sein stade 4 métastatique qui nous offrent un témoignage de vie absolument lumineux et je sais que c'est parfois confrontant d'entendre ce genre de discussion, mais l'une des choses que ces femmes ont besoin, c'est d'être entendues, d'être vues et de simplement se sentir écoutée. Alors, ce podcast est mon cadeau pour elles et j'espère donner une parcelle d'énergie et d'espoir à toutes les femmes atteintes de cancer. N'hésitez pas à partager ces témoignages à des femmes dans le besoin. Savoir que l'on n'est pas seul dans notre combat, ça fait toute la différence. On les écoute dès maintenant. Bonjour à vous, je suis votre animatrice Sophie Montminy et je me suis donné la mission de vous faire découvrir des femmes qui décident de faire entendre leur voix et de bouger les choses dans leur communauté, leur travail et leur famille. Peu importe où vous vous trouvez en écoutant le podcast, on a besoin de leaders positifs comme vous. C'est le temps de se laisser inspirer, d'ouvrir vos horizons et de changer le monde un pas à la fois. Bienvenue à Femmes de fer. Bonjour Chantal, bonjour Arlène, ça va bien? Bonjour, oui, merci. Ça va bien. Merci énormément de prendre le temps de me parler aujourd'hui. C'est vraiment un honneur de discuter avec vous et de prendre le temps un peu aujourd'hui de démystifier la situation. Je vais lancer tout de suite le mot. On parle ici du cancer phase 4, le cancer métastatique du cancer du sein. Et vous êtes deux personnes qui êtes atteintes de ce stade du cancer. Quand on m'a contactée pour en parler, pour moi, ça résonne énormément pour différentes raisons personnelles, mais également parce que ça fait plusieurs années que je suis impliquée dans cette cause-là et c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc, je veux vous remercier de me parler aujourd'hui. Et en fait, j'ai vraiment simplement le goût d'entendre votre histoire parce que j'ai le goût de vous écouter aujourd'hui. Puis je pense que c'est ça qu'on a besoin de mieux comprendre et de mieux vous connaître. Et j'ai le goût de commencer avec Chantal, en fait. Peut-être m'expliquer un peu, vous, votre situation. Je sais que ça a été énormément connecté au fait de la pandémie, tout ce qui est arrivé de votre côté quand vous avez reçu votre diagnostic du cancer du sein phase 4. Donc, peut-être m'expliquer un peu comment ça s'est passé. Dans le fond, mon histoire, moi, a débuté aux fêtes de 2019 avec une grosse grippe, mais avec une toux assez intense et qui n'a jamais, qui est jamais partie. Ça a débuté en décembre, à janvier, février, ça a continué. Je suis partie en voyage. Puis en voyage, je sais pas si c'était les pays chauds, mais j'ai comme la toux a diminué là-bas. C'était pas la même température, mais je voyais que j'étais fatiguée. J'étais une grande marcheuse. Puis quand je faisais des activités, disons que l'énergie était pas la même que d'habitude. Et puis à mon retour de voyage, la toux, elle a recommencé. Et puis là, c'est là que j'ai décidé d'aller voir mon médecin de famille, puis dire, écoute, j'ai une toux qui cesse pas. Je viens m'envoyer passer une radiographie des poumons. Peut-être une semaine après, elle m'a informé qu'on voyait quelque chose sur les poumons, qui était du liquide, de l'eau, et puis qu'il y avait aussi des nodules. Alors, moi, en avril, dans le fond, à Pâques 2020, j'étais en dessous du scanner pour m'annoncer le lendemain que j'avais probablement un cancer du sein. Le diagnostic, c'est quand même des fois long, le temps qu'on fasse tous les tests puis que les médecins aient les résultats. Alors, le 11 mai 2020, j'avais diagnostic de cancer du sein, stade 4, métastatique. Mm-hmm. Mon cancer était propagé dans les os et dans mon poumon. Effectivement, moi, c'était pendant la pandémie. Je suis revenue de voyage et une semaine après, on pouvait plus quitter la frontière. Et pour les résultats, c'était au téléphone.
Alors, vous imaginez, je me souviendrai tout le temps, ma fille avait perdu son emploi par la pandémie. Elle était assise à côté de moi. Mon conjoint était assis de l'autre côté. On était à la table de cuisine. Et là, j'ai reçu par téléphone mon diagnostic. Alors, quand je vous dis, je vous dirais que ça a été, puis c'est comme c'était hier, c'est comme un coup, hein, c'est comme une ancienne annonce sur le cancer où tu vois la chaise partir derrière. C'est le même effet, et c'est le même effet pour notre famille, nos proches. Tu sais, mon conjoint, il était sûr qu'il avait mal compris. Il était sans mots. Il dit ça se peut pas. Faut qu'elle répète. Puis c'est pas facile parce que pendant la pandémie, tout, on était coupé de tout. Hein. Même les résultats, quand il fallait que j'aille à l'hôpital pour voir l'oncologue, pour faire une mammographie, etc. Mais j'étais toujours toute seule. Tu sais, mon conjoint attendait dans l'auto. C'était l'hiver. Tu sais, des fois, il faisait froid. Il m'attendait dans l'auto, mais j'étais seule. Par contre, il y avait une belle équipe de soins. Oui, une infirmière m'a tenu la main, mais c'est pas comme la main de ton conjoint ou la main de tes enfants. C'est totalement différent. En fait, c'est ça mon histoire. Puis aujourd'hui, ça fait 16 mois que j'ai ce diagnostic-là. On apprend à vivre avec. Quand vous dites que ça fait 16 mois et qu'on apprend à vivre avec, comment, au jour le jour, comment vous le vivez? Vivre au jour le jour, c'est parce que comment je peux le faire, c'est parce que je suis bien entourée. Je vous dis pas que c'est facile à tous les jours. Je vous dis pas qu'on ne fait pas de deuil parce qu'il y a des deuils à faire, notamment sur la carrière. Si tu veux changer de carrière, tu peux pas dire à un nouvel employeur, écoutez, j'ai le cancer, voulez-vous m'embaucher? Tu sais, c'est toutes des choses comme ça qu'on pense. On apprend à vivre avec parce que je pense que la vie continue autour de nous aussi. C'est pas parce que moi, je suis malade que mes enfants, que mon conjoint, que mes amis, eux, leur vie continue pas. Moi, je pense qu'il faut apprendre à voir le bon côté des choses parce que je peux pas dire que j'ai une mauvaise qualité de vie. Je m'empêche pas de rien faire, même si j'ai un cancer incurable, un cancer qui se traite, mais il n'y a pas de traitement pour le guérir. Oui, la vie, elle vaut la peine d'être vécue parce que j'ai encore des projets, j'ai mes enfants, mon conjoint, je suis capable de faire des projets. Peut-être pas des projets, on pense pas nécessairement aussi loin qu'avant. On prend des projets plus courts qu'on est capable de vivre parce souvent on a quand même des limites là par rapport aux symptômes qu'on a, par rapport à la médication, à l'exigence aussi de notre travail parce que je continue de travailler. J'ai toujours continué à travailler. J'avais demandé un arrêt de travail au tout début pour absorber le choc, mais finalement, j'ai jamais arrêté de travailler parce que ça aussi, c'est important. J'ai une superbe équipe de travail, ça fait toute la différence, mais je pense pas que c'est toutes les femmes qui vivent ça. Malheureusement, c'est pas toutes les femmes parce que on peut pas rester au travail à n'importe quel emploi non plus. Il y a des travails qui sont plus exigeants que d'autres. Mais moi, j'ai la chance d'avoir une équipe de travail qui me permet d'aller à mes rendez-vous, de faire des heures ailleurs que, mettons, le jour, parce qu'on sait que les rendez-vous, c'est le jour. Il n'y a pas de rendez-vous le soir ou les week-ends. Hein. Puis quand ton médecin te donne un rendez-vous, tu dis oui, hein, tu le remets pas parce que les listes d'attente sont de plus en plus longues. Et quel genre de projet à court terme vous permettez? Peut-être de travailler un petit peu moins, de penser au mariage. C'est encore faisable. La raison, c'est pas parce que je suis malade, c'est pas parce que j'ai le cancer, ça n'a aucun lien. Mon conjoint il a dit non, regarde, écoute, parce que lui, il a toujours dit non au mariage, puis il s'est dit, regarde, j'ai la bonne, fait que c'est le temps, let's go. C'est des choses comme ça. J'aime qu'il dise j'ai la bonne. En tout cas, j'étais très surprise qu'ils le disent devant bien des amis. En tout cas, ce fut quand même une super belle annonce là au printemps passé. Mais c'est des petits projets comme ça, ou des fois, c'est dire, comme aujourd'hui, participer à un projet
pour sensibiliser les gens au cancer du sein métastatique, parce qu'on n'en entend pas souvent parler, parce que les gens ils croient que, parce que j'ai des amis qui me posent la question, t'es sûr que tu peux pas te faire opérer, faire enlever tes 2 seins? Ben moi j'ai cru jusqu'à la dernière minute. Moi j'étais prête à tout après Pâques 2020, je me suis dit, je vais perdre mes cheveux. Je m'avais fait comme dans ma tête un genre de scénario que tout était possible. Mais quand j'ai su que c'était incurable, ben là, non, c'est pas opérable. Puis même dernièrement, on a toujours cette petite voix à l'intérieur qui nous dit, ben tout d'un coup, qu'il y a un miracle, puis mes ganglions, mon cancer a diminué assez. Il y en a des ganglions qui sont disparus, des nodules sont disparus. Tout d'un coup, qu'il en reste juste un petit peu, puis que je pourrais me faire opérer. Ben non, mon oncologue a dit non parce que c'est des grosses plaies à ouvrir, puis on peut pas guérir ça à moins qu'il y ait un jour un médicament miracle qui ferait en sorte que ça pourrait guérir. Ouais. J'aimerais pas rebondir sur Arlène parce que merci Chantal d'avoir mis la table sur cette discussion-là parce que je sais aussi, Arlène, que ça fait partie de votre vie depuis très longtemps. En fait, ce cercle-là du cancer du sein, vous n'avez eu plusieurs. Comment à chaque moment, parce que le premier est arrivé en 2011, comment à chaque moment on se dit OK, encore un autre et que finalement le dernier c'est le phase 4. Peut-être juste m'expliquer votre histoire de ce côté. En 2011, ouais, c'est là que tout a commencé parce que je sentais une douleur au-dessus de mon sein droit. Puis ça faisait comme un peu des élancements, puis ça passait pas. À un moment donné, j'ai senti comme un bout de crayon, là, une face de crayon. Puis j'ai dit à mon conjoint, sens-tu ça? Oui, bon, un amène à l'autre. Là, je suis allée chez le médecin, puis ils ont confirmé un premier cancer du sein HER2 positif. Ça, c'est le type. HER2 positif, c'est le type qui est très agressif. C'est un type de cancer qui se propage très, très rapidement. Alors, tout de suite, on a enclenché les soins de chimio et de radiothérapie. Puis, on a fait une mastectomie partielle. Ensuite, j'ai été sur un médicament pendant 1 an. Puis après ça, tout est terminé. Tout était beau. Les scans étaient beaux. Alors, j'ai repris mes activités. Je m'étais dit à ce moment-là, bon, ça avait frappé un peu, c'était surprenant un peu. Mais je m'étais dit au terme de tout ça, bon, ben, c'est fait, là. Coché oui, là, j'ai donné ma part là-dedans. J'ai fait mon temps. Fait que je me suis dit, j'avais vraiment dans l'idée que c'était terminé, là, tu sais, que j'aurais la paix de tout ça. Mais non, en 2016, après une mammo, on a décelé un cancer du sein encore le même type, au même endroit. Alors là, c'était mon deuxième. On reprend la chimio, tous les traitements. Puis là, on fait une mastectomie totale du sein droit. Encore une fois, je prends des médicaments durant 1 an. Puis c'est beau. Là, j'étais sûre. Là, c'était fait. Puis là, il n'y a plus de sein. Là, j'ai dit, c'est bon. Ça devrait être correct, là. Mais non! Alors, en 2018, là, j'avais mangé du crabe après un repas, puis je me sentais barrée dans l'estomac. J'avais l'impression que je faisais. J'avais dit à mon conjoint, mon Dieu, je pense que je vais faire un AVC ou quelque chose comme ça. Je me sens vraiment bloquée, là. Je digère plus, c'est pris là. Puis c'était un petit souper très simple, il n'y avait rien de... Alors, je suis allée à l'urgence juste pour vérifier. Après des tests, ils ont constaté que mon foie était rempli de métastases. Alors, on m'annonce là, le stade 4 métastatique au foie. Et j'ai refait encore cette fois-là la chimiothérapie, puis une biopsie à Québec, tous les soins. Depuis, je suis sous médication à toutes les 3 semaines, probablement pour le reste de ma vie. Je vais là, ça dure à peu près 1h30, 2h. Puis après ça, c'est business as usual. Je travaille, je fais mes activités, je laisse ça dormir tranquille, puis j'espère que ça va dormir très longtemps. Parce que je me sens vraiment pas mal bien, là. Je suis surprise. J'avais arrêté de travailler cette journée-là quand j'ai appris que c'était un stade 4. Puis là, j'ai dit à mon conjoint, je dis, allez, je suis fatiguée, là. Là, j'en ai assez. Puis j'avais un emploi en communication qui me prenait beaucoup, là, c'était du 60 heures semaine. J'avais ma propre business. Fait que là, j'ai dit, là, j'arrête. Fait que là, j'ai décidé de prendre ma retraite à 55 ans. Puis là, ça fait 2 ans plus tard. Puis finalement, je m'ennuyais à la retraite. Puis je pensais pas que je reviendrais aussi énergique que ça. Alors oui, j'ai appliqué sur un poste.
Et oui, je te confirme qu'on va nous reprendre même. Il ose nous reprendre au travail, même si on a un cancer du sein stade 4. Alors, j'ai eu un emploi depuis le mois de juin. Et oui, je me suis mariée, moi aussi, le 31 juillet de cette année. C'est fait. Alors, tout ce que tu m'as dit, oui, c'est possible. Alors, je l'ai fait. Et j'en suis là. Oui, c'est ça. Votre attitude, votre énergie est tellement positive que est-ce que vous l'avez ressenti éventuellement revenir, cette énergie-là, ou elle ne vous a jamais quitté pendant tous ces traitements-là? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes capable de garder? En fait, depuis le début, là, je me dis tout le temps, les gens, ils disent, t'es une battante, tu luttes, tu vas gagner contre lui. Mais j'ai jamais senti ça, je pouvais m'approprier ce langage-là. Tu sais, je suis pas une battante tellement. Moi, j'ai toujours regardé ça comme faire du surf, là. Monter la vague, descendre la vague, monter la vague, descendre la vague. Je suis une excellente surfeuse. Quand c'est creux, là, je me repose. Quand ça remonte, j'ai de l'énergie, je m'amuse. Je sens que ça descend, je me repose. Fait que j'ai toujours été, ça a été mon parcours, ça. Respect de mon physique puis de mon mental. Puis je trouve que c'est comme ça que je peux le mieux le vivre avec. C'est un peu ma solution. Vous avez dit que vous avez arrêté de travailler, que vous êtes retourné aux études, mais est-ce que c'est ça? Pourquoi vous avez décidé de retourner aux études? Je trouvais que malgré que je pouvais là, prendre ma retraite à 55 ans, je me disais que j'ai toujours été curieuse, j'ai aimé apprendre, puis je me disais peut-être qu'un métier qui pourrait combiner le fait d'être à la maison puis me parfaire dans quelque chose où je pourrais travailler à l'occasion pour me désennuyer, ce serait bon. Alors, je suis allée, j'ai commencé à étudier par correspondance à l'Université Laval en révision linguistique, révision de documents, puis correction, traduction. Alors, je me suis mis à étudier là-dedans. Ça a été plaisant. C'est 8 ou 9 heures par semaine. Ça me permet de faire des contrats à la maison si j'avais eu le goût. Après ça, j'ai commencé à garder les chiens des voisins, puis les petits enfants des amis de ma fille. Puis là, finalement, j'étais devenue tellement occupée dans mes semaines que je me suis dit, bon, je suis bien d'aller travailler. C'est comme ça. C'est juste simplement comme ça. Il y a eu une offre d'emploi, puis c'est 35 heures, pas de temps supplémentaire, pas de téléphone fourni, et je pourrais faire 28 heures à partir du 20 parce que j'aurai ma permanence. Alors, je pourrais prendre un horaire allégé de 28 heures. C'est ce que je vais faire. 28 heures par semaine, c'est 4 jours. Pour moi, ça va me convenir tout à fait. Comment ça se passe, les traitements, justement, l'accès aux traitements quand on est plus éloigné des grands centres? Pour ma part, ça a été pas si mal, quoique j'ai dû voyager un peu. J'ai eu à aller faire une biopsie à Québec. La radiothérapie se fait pas à cette île, alors j'ai choisi Rimouski, je suis allée faire ça là. Donc, j'ai déménagé à Rimouski à peu près 3 mois. Mais sinon, tout ce qui est chimio, puis les soins, les autres rencontres, ça se fait à cette île, sans problème. Je crois qu'on n'a pas d'oncologue là attitré dans notre CIS ici. C'est plus des chirurgiens. Il y a 4 chirurgiens ici. C'est eux qui rencontrent les patients d'oncologie. Mais ils font des réunions avec le Centre du sein de Québec. Je crois que c'est aux 2 semaines. Puis ils apportent leur dossier des patients d'ici, puis ils discutent des processus, des thérapies, puis tout ça. Puis ils font comme un peu l'intermédiaire entre le centre de sein et les patientes de cette île. Alors ça va pas si mal. Disons que j'ai pas beaucoup d'extra à part d'avoir accès au traitement puis les médecins là, mais j'ai pas beaucoup de rencontres ou d'options genre les massages ou des rencontres psychologiques. Je suis pas vraiment agrémentée de ça. J'ai la base. Ouais. Justement, parlons-en de ça parce que quand on reçoit ce genre de diagnostic-là, comme Chantal vous disiez, ben c'est un coup pour vous, pour la famille, pour les amis. À chaque fois qu'on en parle, c'est là, c'est en nous, même si on continue la vie. D'après ce que j'entends de vous deux, vous continuez vraiment à faire votre chemin. Et je trouve ça magnifique de voir comment vous vous sentez appuyé là-dedans. Peut-être, Chantal, m'en parler un peu de votre côté, vous, votre famille, vos amis. Moi, je me sens appuyée parce que j'ai le droit d'en parler. Mm-hmm.
Mais tu sais, j'en parle pas tout le temps à chaque fois que je vois mes amis, à chaque fois que je vais dans un souper, etc. Mais si les gens me posent la question, comment tu vas, tes traitements, est-ce que ça va bien? Attends, je suis libre d'en parler. Alors, tu sais, j'ai pas de pression, puis mon entourage vit bien avec le cancer que j'ai. Il profite de moi. Tu sais, je me sens, c'est bizarre à dire, mais quand je suis là, puis ils profitent de moi. Tu sais, j'ai des amis, ils vont me texter, ils vont m'envoyer des messages, salut, bonne semaine, tu sais. Fait que j'ai plein d'amour, puis je peux m'en servir, puis je sais que si j'en ai besoin, j'ai besoin d'un appui quelconque, ben j'ai des personnes qui sont là, tu sais. Parce que ça prend un entourage, parce que même si on a une équipe de soins qui est extraordinaire, il reste que le système de la santé est pas nécessairement parfait. Tu sais, il y a plein de ressources, mais il faut que tu les connaisses, ces ressources-là. Il faut que tu aies le courage aussi d'aller les chercher. Mais quand une famille puis des amis qui t'entourent, on dit que c'est plus facile. Alors moi, je me trouve extrêmement chanceuse parce que je sais qu'il y en a, c'est sûrement pas la même chose, mais je pense qu'il faut pas avoir peur d'en parler, puis même de déranger, puis faire connaître ce que c'est, puis de dire, OK, aujourd'hui, ben oui, je sais que tu m'as invité à aller prendre une marche, mais aujourd'hui, ben c'est pas possible parce que je me sens fatiguée, puis il faut que je me repose, tu sais. Fait que quand tu te sens respecté aussi là-dedans, mais c'est sûr que c'est plus facile aussi avec ton entourage, tu sais. Mais ça peut être difficile parfois, parce que même pour les gens qui écoutent le podcast, parler de ce genre de sujet-là, en entendre discuter, oser faire nos recherches sur ce genre de sujet-là, ça peut être extrêmement confrontant. Donc, si vous osez en parler, des fois, les gens autour de nous savent pas comment réagir, savent pas comment prendre cette nouvelle-là. Qu'est-ce que vous diriez aux gens? Qu'est-ce qui vous a fait du bien? Vous parliez tantôt des petits messages textes, de la présence. Qu'est-ce qui vous fait du bien de la part de votre entourage ou des gens que vous rencontrez? Tu soulèves un bon point parce que ça arrive à l'occasion, là. C'est sûr que quand on a un cancer métastatique, on l'annonce pas partout, hein, partout publiquement nécessairement. Tu sais, ça vient avec le temps parce que des fois, tu côtoies des gens, puis là, tu leur dis, ben écoute, j'ai un cancer, etc. C'est sûr que ça frappe les gens, ça frappe. Puis la plupart des gens nous disent, je sais pas quoi te dire. Je suis sous le choc. Mais moi, je les mets à l'aise tout de suite. Je dis, je comprends, puis faites-en pas, ça fait ça à tout le monde. Mais ça m'appartient à moi. Moi, tout ce que je veux, c'est dans le fond, t'es là. On n'est pas obligé d'en parler tout le temps. On n'est pas obligé de donner des explications. Moi, je pense que les gens, en temps normal, l'absorbent quand je leur dis que j'ai un cancer du sein. Ils l'absorbent. Puis après ça, quand on se rencontre après, etc., là, c'est plus facile, tu sais. Parce qu'il faut laisser le temps aussi aux gens. Puis c'est pas tout le monde qui connaît ça, le cancer métastatique. Parce que, ou sinon, quand tu dis stade 4, là, les gens, ils pensent que tu vas mourir dans 2 semaines. Mais c'est pas ça. C'est pas nécessairement ça, là. On peut vivre quand même plusieurs années avec des traitements. La recherche est de plus en plus avancée. On garde toujours espoir. Je suis sûre que Arlène aussi, on a toujours l'espoir parce que je pense qu'on est 2 bonnes vivantes. Alors, l'espoir est là. Puis je dis toujours aux gens, il y a plein de choses qui se font. Moi, j'ai comme espoir que ma vie, elle va être de plus en plus longue. Est-ce que je vais en guérir? On le souhaite tous de guérir d'une maladie, mais c'est pour ça que quand j'en parle aux gens, moi, ce qui me fait du bien, c'est
c'est de leur dire la vérité parce que des fois, ça va paraître. Quand t'es une couple de mois puis t'as pas vu les gens, ben, tu sais, si jamais une journée, je suis super fatiguée ou je leur dis, ben non, moi, je peux pas faire cette activité-là parce que, tu sais, moi, avant, je pouvais monter le Bic ou le Mont-Tremblant, tu sais, mais aujourd'hui, mon poumon ne permet pas que je fasse ça. Fait que faut que j'explique aux gens pourquoi je suis plus capable de faire une activité comme ça. Puis je veux pas mentir. Je veux pas mentir parce que moi, j'ai besoin d'avancer. Puis ma façon d'avancer, ben, c'est de le dire aux gens. Puis après ça, ben, je me dis, gars, cette maladie-là m'appartient, mais on peut en parler quand tu seras prête. C'est tout simplement comme ça. Mais j'ai l'impression que vous êtes plus en phase, vous, d'acceptation et que vous amenez les gens autour de vous à dire que quand vous allez être prêts, vous pourrez en parler. Oui, parce que je pense pas que, tu sais, les gens, ce qui ont de la difficulté avec ça, c'est de gérer leurs émotions. Tu sais, c'est de pleurer, c'est de dire, ben voyons donc, tu sais, c'est comme nos enfants. Moi, tu sais, nos enfants vont me dire, ma fille, je me suis dit tout le temps, ben pourquoi toi, maman, ça se peut pas? Tu sais, t'es super généreuse, t'es gentille, t'es une bonne mère, etc. Mais je dis à ma fille, écoute, ben pourquoi pas moi? Pourquoi une autre femme? Il n'y a aucune femme qui mérite d'avoir un cancer comme ça. Alors, ben c'est moi. C'est moi que ça tombe sur moi. Puis moi, ben ça fait partie d'une épreuve, ça fait partie de la vie. Puis moi, je me dis, oui, c'est pas un combat pour moi, c'est plus je le prends plus comme une expérience. Je vous dis, je suis pas parfaite, là. Il y a des matins que je vais me lever, je vais me dire, tout ça n'a que la petite pilule, je suis comme tannée un peu, tu sais, ou je suis tannée d'avoir des symptômes, la chaleur, etc. Mais, tu sais, je suis pas parfaite. Mais sauf que si je le fais pour moi, avoir être positive comme ça, je le fais pour moi, puis je me dis, je le fais pour toutes les autres femmes aussi, qui peut-être ont plus de difficultés que moi aussi à passer au travers, parce que c'est pas vrai que tout le monde est capable de travailler ou de vivre ses émotions comme moi je l'ai fait. Puis je vous dis pas qu'au début, c'était pas difficile, là, parce que, tu sais, là, tu te demandes où... Parce que moi, quand je suis partie, je vous dirais avec ça, c'est à partir de mai 2020, pardon, moi, je me suis dit une saison à la fois. Une saison à la fois. Quand j'en ai passé une, c'était comme une victoire. Puis là, mais je suis rendue à me dire, ben c'est peut-être pas une saison, c'est peut-être 2 saisons. Après, on verra, parce que si on voit trop loin non plus, je pense que c'est peut-être décourageant, mais une saison à la fois, puis tu vis toutes tes saisons, tu sais, moi, je pense que ça m'aide beaucoup. Vous, Arlène, qu'est-ce que vous dites aux gens autour de vous quand les gens comprennent ce qui se passe? Je me considère comme une femme d'expérience là-dedans parce que ça fait une dizaine d'années, puis à travers ces 10 ans-là, je suis quand même parvenue à changer d'emploi. Je me suis lancée en affaires, j'ai construit une maison. Ça s'est tout fait dans ces 10 ans-là quand même. Là. Alors, pour moi, là, avoir un cancer, c'est une maladie chronique. C'est pareil comme ma fille qui fait de l'épilepsie puis qui doit vivre avec ça au quotidien puis faire attention. C'est pareil comme mon neveu qui a un diabète de type 2 puis qui doit vivre avec ça au quotidien. C'est comme une de mes tantes qui a de l'Alzheimer. Pour moi, c'est ça. Je vis avec ça maintenant. C'est à l'intérieur de moi. Ce sont des cellules HER2 qui se multiplient, qui sont surexposées, qui se multiplient trop rapidement. Ça vient pas de nulle part d'ailleurs. Là, c'est dans mon système, puis c'est ça. Moi, j'ai mon lot, puis toutes les autres personnes qui ont leur maladie, ils ont leur lot, ils doivent vivre avec, puis tout ça. Je sais que dans le cas d'un cancer de type HER2, ils disent que je n'ai que 20% de chance de passer à travers 5 années. Là, je suis rendue à 3. Je continue mon petit chemin, mon petit train-train. J'ai encore un peu de choses à faire, là. Mais sinon, tu sais, les effets secondaires sont négligeables. C'est presque pas d'effets secondaires avec ma médication. Alors, c'est sûr qu'il y a un peu de fatigue puis des choses comme ça, mais je crois qu'il y en a qui sont encore plus mal pris que moi, je pense. Sérieusement, là, je suis capable d'aller au ski, je suis capable de faire des voyages, je suis capable de faire mon yoga sans problème. Fait que
Je suis vraiment contente de comment ça se conclut jusqu'à date. J'entends beaucoup d'espoir quand vous parlez, Chantal et Arlène. Est-ce qu'on a le droit de parler d'espoir quand on parle d'un cancer qui pour l'instant, n'a aucun traitement pour guérir? Oui, on a le droit de parler d'espoir. Puis il faut parler d'espoir. Il faut continuer à avoir de l'espoir parce que sinon, la vie, elle serait trop difficile, je pense, avec ce type de cancer. Il faut garder l'espoir aussi parce que, vous savez, moi, ce qui m'aide aussi, ce qui m'a beaucoup aidé après le diagnostic, c'est de faire des recherches puis aller voir les ressources qui existaient. Moi, j'ai regardé Parlons Stade 4 de la Société canadienne du Québec du cancer du sein. Moi, ça m'a beaucoup aidé de voir et d'entendre, de lire aussi des femmes qui vivaient la même chose que moi, ou pratiquement la même chose. Moi, ça m'a donné espoir de continuer parce que je me rends compte aujourd'hui que les femmes que j'ai vues, soit par des vidéos, des lectures, ben, est-ce que aujourd'hui je parle, puis comment je suis, puis quand même que j'ai de l'énergie pour continuer à faire toutes mes activités, ben, c'est ce que j'ai vu. Alors, c'est vrai ce qu'elle raconte. Alors, pour moi, ça m'a donné beaucoup d'espoir, puis je le garde, cet espoir-là, parce que je pense que si on recule peut-être plusieurs années en arrière, ben peut-être que j'y serais plus si ça aurait été le cas, s'il n'y aurait pas eu de la recherche. Fait que moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui travaille à trouver des traitements, des médicaments. Alors, moi, je crois en eux. Je crois à la recherche. Puis, tu sais, même nous, là, puis ça paraît curieux, tu sais, nous, on porte ce gène-là, ce cancer-là. Mais nous, on travaille aussi, tu sais, pour aider à la recherche. On participe à toutes sortes de choses, comme de vous parler à vous aujourd'hui, comme d'aller marcher dans des fondations, etc. De prendre des photos, parce qu'on sait qu'avec la pandémie, on pouvait pas être en présentiel nécessairement, même encore aujourd'hui, il faut faire attention parce que notre système immunitaire est diminué de beaucoup. Moi, je pense que ça nous aide, ça nous garde en vie. Puis l'espoir, ben, je pense qu'il faut en avoir jusqu'à la fin, d'ailleurs. Vous, Arlène? Ben, l'espoir, il y en a, c'est sûr, parce que, disons qu'il y avait, si je pense il y a peut-être une douzaine d'années, le type de cancer que j'ai, il ne se guérissait pas. Il ne se guérissait pas. Ils ont trouvé un médicament là, dans les dernières 10-15 ans. Puis, il est assez magique. Il fonctionne super bien. Toutes les personnes qui sont HIV positifs, qui sont traitées avec ce médicament-là, ça donne quelque chose. Ça vraiment, ça prolonge notre vie, puis ça stabilise. Puis ça met ça laisse les métastases en dormance. Puis, les effets secondaires sont négligeables. Justement, la réalité pour vous en temps de pandémie, vous n'avez glissé un mot, Chantal, sur le fait que on a tous été un peu isolés, chacun de notre côté, et nous, on a hâte de retrouver nos activités normales, mais est-ce que pour vous, qui avez des traitements et qui avez un système immunitaire un peu plus affaibli, est-ce que ça vous impacte encore énormément, la pandémie? C'est un petit peu plus normal qu'avant, là. Je vous dirais qu'au début, quand la pandémie est arrivée, c'est sûr que, tu sais, de voir des gens, tu sais, même mes enfants, c'était difficile pour mon conjoint aussi parce que lui, il fallait qu'il continue à travailler, hein. Lui, il côtoyait des gens aussi, même s'il y avait des mesures strictes, le masque, lavage des mains, etc., comme on connaît, mais il fallait faire très attention, mais il faut faire attention encore aujourd'hui. Je me réserve le droit, si vous voulez, d'aller, tu sais, c'est nouveau, là, les spectacles où, tu sais, où il y a des bains de foule, là, si on peut dire, même si c'est en plein air. Je me donnerai pas le droit encore parce que c'est trop présent,
là. Il y a aussi l'impact aussi qui est des fois qui m'inquiète. Puis là, je l'ai vécu dernièrement au début, puis dernièrement, c'est ce qu'on entend dans le secteur de la santé, tout ce qui est délestage. Tu sais, habituellement, une scintigraphie, ça me prenait dans 2 semaines pour, j'étais chanceuse, là, 2 semaines pour avoir un rendez-vous à l'hôpital pour un examen pour les os. Mais là, j'ai attendu 2 mois. Fait que ça avait jamais arrivé. J'ai eu aussi un délestage pour un traitement pour mes os l'été dernier. On me dit, maintenant, le traitement, ça va être aux 3 mois. Et puis 3 mois après, je suis allée faire mon traitement. Et puis là, on me dit, là, est-ce que vous voulez votre traitement au mois ou aux 3 mois? J'ai dit, vous m'avez dit maintenant, c'est aux 3 mois. Ah, là, non, mais c'est parce que vous faisiez partie du délestage. Mais on me l'a jamais dit. Fait que, tu sais, c'est un peu des choses comme ça que les femmes peuvent vivre. Je sais que les listes d'attente s'allongent de plus en plus. Et je sais qu'il y en a aussi qui hésitent à aller passer leur examen, d'aller voir leur médecin. Moi, je les encourage fortement parce que faut pas attendre. Parce que moi, dans mon cas, ça ne paraît pas nulle part, moi, que j'ai un cancer du sein. Même le médecin, il sent rien. J'ai pas de bosse. Les ganglions sont à l'intérieur. Mon sein est intact. Alors, il faut aller voir. Tu sais, moi, je me dis, est-ce que si j'avais été voir mon médecin 2 mois avant, pendant que j'avais encore ma toux, ça aurait changé quelque chose? Probablement. Je me dis probablement pas. Mais il faut aller. Mais la pandémie, ça a des effets sur les examens, les résultats, les rendez-vous. C'est difficile de choisir nos rendez-vous aussi quand on travaille, parce qu'on on cédule en conséquence de, même si mon horaire me le permet de le faire, mais c'est pas tout le monde. Je pense que Arlène et moi, je pense qu'on est comme privilégiés là-dedans, ça existe. Mais c'est pas toutes les femmes qui peuvent continuer à travailler, puis j'en suis sûre. Fait que c'est pour ça qu'il faut aller chercher les ressources, même pendant la pandémie, même si c'est difficile parfois à les avoir. Mais je pense que ça recommence à prendre le cours normal, un petit peu plus normal. Mais je sais qu'au niveau du système de la santé, c'est difficile actuellement. J'espère que les cas de cancer, tu sais, que je dis pas que les autres maladies sont pas importantes, mais je pense qu'une femme qui a un cancer du sein, elle devrait avoir son diagnostic rapidement. Aussitôt que tous les examens sont faits, on devrait pas attendre sur une liste d'attente 1 mois, 2 mois pour avoir notre résultat. C'est très angoissant pour les femmes. C'est difficile émotionnellement. C'est difficile aussi pour la famille, les enfants. Fait que on veut pas se ramasser à l'hôpital pour rien, surtout pas avec la pandémie. On veut pas aller là n'importe quand puis dégrader puis passer du temps à l'urgence parce que l'hôpital c'est pas un lieu pour quand on a un système immunitaire, c'est pas la meilleure place où aller. Fait que plus on y va, plus on se met en danger, même s'il y a des protections, même si les soins, que ce soit les infirmières ou les autres types d'emploi, c'est même s'ils se protègent puis ils font attention, mais on pourrait attraper la COVID-19. Pour ma part, puisque je suis sur la Côte-Nord, puis ça a été longtemps une région quand même sauvegardée de la pandémie, il n'y avait pas beaucoup de cas. Ils se sont préparés en vue d'une grosse épidémie, mais finalement, ça a été moins critique qu'ils le croyaient. Moi, je dirais qu'après avoir eu 2 fois des congés de maladie, en 2011 puis en 2016, je dirais que celui que j'ai eu en 2018-19 pour le stade 4, ça a été mon congé qui a été le plus intéressant parce que j'avais du monde avec moi pour la première fois. Avant, j'étais tout le temps toute seule. Les 2 fois que j'avais fait ma chimio. Mais là, curieusement, ma fille faisait de l'école par alternance. Et mon conjoint, il y avait plus de congés aussi. Fait que j'avais du monde à la maison plus que les 2 autres fois. Fait que ça, j'ai apprécié ça. J'avoue que j'ai apprécié ça. Pour ma part, j'étais tout aussi isolée, mais au moins, j'avais du monde avec moi cette fois-là. Mais la seule chose qui m'a vraiment, en tout cas, une chose qui m'a vraiment choquée un peu, c'est que ma chirurgienne oncologue m'a téléphoné
au début de la période de pandémie, puis pour faire une petite consultation téléphonique. Puis à la fin de la consultation, elle m'a dit Arlène, il y a une question que je dois te poser. Elle dit je dois poser ça à toutes les personnes qui sont aux prises avec un cancer de stade 4. Elle dit si jamais il y a plein de monde à l'hôpital pour la pandémie, puis on n'en voit plus dessus, puis que toi tu arrives avec des symptômes de pandémie, puis que tu es vraiment malade, en mauvaise posture, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux qu'on s'acharne ou est-ce que tu veux qu'on te laisse aller? Wow. J'ai dû y réfléchir un peu, là. J'avoue que j'ai dû y réfléchir un peu, parce que d'un côté, je vais tellement bien que je me dis, crème, je suis encore bonne pour la route encore. Puis d'un autre côté, je me dis, OK, ouais, mais là, si jamais mon stade 4, il fait en sorte que je termine bientôt. Alors, qu'est-ce que je fais? Écoute, j'ai répondu, là, je vous donnerai pas ma réponse, mais j'ai répondu, mais ça m'avait un peu saisi, là, ouf, je m'attendais pas à une question comme ça. Mais sinon, j'ai fait attention, j'ai été prudente, puis j'ai suivi mes rendez-vous, mais j'ai pas eu, tu sais, je suis pas tombée dans une période où j'avais besoin d'opération ni rien, là. Tout était fait déjà. Fait que depuis ce temps-là, moi, j'ai mes traitements aux 3 semaines, puis c'est tout. C'est tout ce que j'ai. J'ai des prises de sang, j'ai des scans ici et là, mais j'ai pas subi de délestage du tout, là. Pour ma part, ça a bien été. Merci beaucoup, Chantal et Arlène, pour vos témoignages. Le temps file, alors je veux vraiment finir l'entrevue avec un petit questionnaire que je me permets de poser à toutes les femmes qui passent sur le podcast. Pourquoi avez-vous de la gratitude aujourd'hui? Je dirais parce que la vie est trop belle. J'ai de la gratitude. Oui, la vie est belle. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Tu sais, il y a des gens qui, quand ils ont un cancer, ils sont prêts à tout changer, leur mode de vie, tout ça. Puis il y a des gens, des fois, qui me demandent, qu'est-ce que t'as changé dans ta vie, tout ça? Ben, pas grand-chose, parce que j'aimais ma vie avant. Alors, je l'aime encore. Dans le fond, c'est ça. Je pense que je l'aimais ma vie, je l'aime toujours. Alors, j'ai une gratitude pour cette vie-là que j'entretiens, puis avec mon entourage. Et vous, Arlène, pourquoi avez-vous de la gratitude? Pourquoi j'ai de la gratitude aujourd'hui? Ben, j'ai de la gratitude pour toute ma famille, tous les gens qui m'entourent, parce que ils sont vraiment solidaires avec moi dans tout mon parcours depuis le début, mes amis, ma sœur, toutes les autres, parce que depuis ce temps-là, moi, j'ai des amis, j'ai ma sœur aussi qui a eu un cancer et ils en vivent, les autres gens aussi. Il n'y a pas que moi, là, en stade 4, là. Il y a plein de monde qui sont malades de différentes façons, puis je les accompagne, moi aussi, puis tu sais, ils m'appellent, puis ils me disent, Arlène, on a une mauvaise nouvelle, ma fille a eu un cancer, j'aimerais ça qu'on parle avec elle. Alors, j'ai beaucoup de gratitude pour les gens qui osent venir me voir puis me demander d'en parler. Parce que je dis souvent, comme la semaine passée, j'ai une amie qui a fait une petite réaction de zona, puis elle me dit, oh là, je te parle de ça, ça n'a pas de bon sens, comment est-ce que je me plains devant toi? Je dis, mais non, c'est ça, moi aussi, des fois, j'ai des indigestions, puis moi aussi, des fois, je me foule la cheville à travers tout ça, tu sais, la vie continue. Je suis là pour elle, tu sais, je suis tout à fait là pour elle aussi, là. Je veux savoir pour vous, c'est quoi un leader positif? Ben, c'est quelqu'un qui est forte, mais en même temps qui est capable de reconnaître ses faiblesses. C'est quelqu'un qui est capable de dire ce qu'elle pense en faisant attention aux autres, en gardant un côté on va le dire, un côté positif, quelqu'un qui est capable de trouver des solutions parmi des durs moments, parmi les épreuves. Moi, je pense que c'est ça un leader positif. Puis un leader positif aussi, c'est d'être capable de garder le cap, mais en ayant cherché les outils nécessaires, les ressources nécessaires. En n'ayant pas peur aussi de parler, de dire ce qu'on pense de la vie en général, puis de toutes les épreuves qu'on peut vivre avec les gens qui sont comme nous ou pas comme nous, les gens qui un jour peut-être qui vont vivre la même chose que moi, puis qu'ils vont peut-être être capables de mieux s'en sortir encore. Vous, Arlène, c'est quoi un leader positif pour vous?
Ben, ça s'invente pas, ça se crée pas, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment dans la nature d'une personne, selon moi, là. Ça se voit dans le quotidien, ça se voit dans ses réponses, sa façon d'amener des sujets, l'humilité. Je dirais que quelqu'un qui est un leader positif a, selon moi, besoin d'une très grande humilité parce que ça va à l'encontre de la popularité, là, mais c'est basé là-dessus. Puis c'est une bonne posture, c'est une posture digne, mais une bonne humilité puis l'ouverture aux autres. Je pense que c'est ce que j'aime le plus chez les gens qui m'impressionnent ou que j'aime suivre, là, tu sais. Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? Le meilleur conseil? Ben, pour moi, là, je pense que c'est prends soin de toi. Parce que c'est pas dans ma nature. C'est vraiment, c'est difficile, là. Ça fait partie de mon quotidien, là, sincèrement. Et ça, je vous dirais que je me bats plus contre ça que contre mon cancer. Vraiment, c'est vraiment ça, là. Ça, c'est un combat de tous les jours. Puis même, tu sais, je me lève le matin puis je me dis, bon, OK, là, t'as une grosse journée. Comment t'arranges ta journée pour être capable que ce soir, tu sais, tu sois pas épuisé, etc. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a le positif, mais il n'y a pas juste ça dans la vie. On le sait, là, dans le quotidien, il arrive toutes sortes d'affaires. Mais je pense que c'est pas mal ça. Vous, Arlène, c'est quoi le meilleur conseil que vous avez reçu? Vas-y, fais-le quand même. Ça a toujours été ça. C'était là, je rêve de faire un voyage de VR avec mon conjoint plusieurs mois. Puis là, je disais à mon médecin, ouais, mais là, comment je vais faire pour venir suivre mes traitements? Puis aux 3 semaines, on va s'arranger. Vas-y, fais-le quand même. Fait que je l'aime bien, celui-là. C'est un très bon conseil. La chose dont vous êtes le plus fier? Je pense que là-dedans, dans cette histoire-là, je pense que c'est la réaction de mes enfants. Mes enfants. Oui, je pense que ils étaient déjà matures, mais ça me fait prendre conscience comment ils étaient déjà capables de vivre avec ça malgré leur âge. Puis pour eux, ça me rend fière parce que ils m'ont dit, c'est toi qui es importante maintenant, c'est toi, nous, on fait notre vie, mais toi, tu es importante. Alors, c'est nous, il faut qu'ils soient forts là-dedans, plus que toi. Mais je pense qu'on se complète bien, on forme une belle équipe. Mais mes enfants, c'est vraiment ça. Oui, c'est ma fierté. Vous, Arlène? De mon côté, je pense que je dirais que je suis fière de moi. Je suis fière de mon parcours. Je suis fière de mes réactions. Je suis fière de voir, de constater comment les gens ils me disent, mon Dieu, Seigneur, Arlène, t'as un bon moral. Mais je leur dis, là, je fais pas exprès. Là, je trouve pas ça dans un livre. Là. C'est comme ça que je le ressens. Je suis bien faite, je trouve. J'ai la force de passer à travers ça de façon assez simple, je dirais, avec beaucoup de simplicité. Puis c'est serein. Je suis sereine dans ce que je fais. Puis j'assume toutes mes décisions. Puis je suis vraiment, j'hésite pas à aller chercher de l'aide. J'hésite pas. Je suis allée 2 fois, à 2 reprises, je suis allée voir un psychologue quelques fois pour m'aider à passer à travers mes questionnements. Puis j'hésite pas à parler avec mon conjoint, mes enfants aussi. C'est ouvert, c'est plaisant. Je trouve que ça rend la maladie beaucoup moins grave. Est-ce que je suis fière de moi. J'adore entendre ça. De toute façon, tout le monde devrait l'être à tous les jours, d'être fier de ce qu'on accomplit. On l'oublie souvent. Ouais. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Moi, je lis pas. Non? Ben, je lis pas de romans, je lis pas, je regarde beaucoup l'actualité. Moi, je travaille un peu dans la politique, alors je lis un peu à tous les jours. Je vous dirais, ben, c'est pas vrai que je lis pas. C'est vrai. Ce que je lis, dans le fond, c'est ce qui me fait le plus de bien. Ce sont des livres, comme le jardinage, ce qui est bon pour ma santé, ce qui est bon dans la nutrition. C'est sûr que on est toujours curieux de faire mieux, hein, pour s'aider un peu, parce que c'est pas vrai qu'on regarde pas ça. Mais non, c'est vrai, je lis ça, mais parce que je pensais plus à des romans, mais non, je lis plus d'actualités puis des choses qui me font du bien, des livres de paysages, etc.
Des livres, des livres de beauté qui font du bien. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Actuellement, je lis Christine Brouillette, Chambre 102. J'aime beaucoup les polars aussi. Des romans qui sont drôles aussi, des histoires un peu farfelues. J'aime bien ça. Là. Je me sens interpellée par différents styles. Et dernière question, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, femme de fer? C'est d'être libre. Femme de fer, c'est d'être libre de dire ce qu'on a à dire sur des sujets qui sont peut-être un peu bouleversants ou sur des idées, partager nos idées, expliquer ou exprimer des fois des combats, des luttes qu'on a le goût, qu'on est en train de faire. Qu'une femme est capable de passer à travers bien des choses. La force humaine, là, moi, je la trouve exceptionnelle. Parce que il faut être fait fort pour passer à travers ça. Puis, mais on est capable, on est tous capables. C'est juste que des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce. Mais il faut aller le chercher si on en a besoin. Puis il faut pas être gêné s'il y a une journée aussi que femme de fer, ça peut être aussi une journée où on dit OK, je m'écoute là. Puis aujourd'hui, elle est que pour moi cette journée-là aussi. Puisque je suis sur la Côte-Nord et que j'ai travaillé pendant 25 ans dans des compagnies minières, je te dirais que femme de fer, pour moi, ça veut dire femme de minerai de fer. Mais au-delà de ça, je pense que c'est la solidité du fer, mais la pureté aussi de ça, c'est mécanique, il n'y a pas de chimique, c'est un processus qui est très naturel. Alors, c'est organique un peu dans ce sens-là. Fait que je pense que cette solidité-là du fer, qui passe à travers toutes les intempéries, là, parce que on voit que ça passe à travers toutes les intempéries, c'est un peu dans ce sens-là que je le vois, tu sais, qu'on est capable, comme moi, mon surf, capable de passer à travers différentes intempéries, puis je veux dire, il n'y en a pas de vie avec pas d'intempéries, tu sais. Ça se peut pas une vie sans problème de santé, sans douleur, sans tristesse, sans perte de gens proches. Puis je pense que c'est la vision qu'on en fait là, de notre vie qui peut faire la différence. Mais encore là, j'ai toujours trouvé que j'étais chanceuse puis que je suis choyée par rapport à ce que j'ai, ce que les gens qui m'entourent puis tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont moins chanceux que moi, mais en tout cas pour ma part, j'apprécie, je le savoure, puis je me sens chanceuse d'avoir tout ça, puis d'avoir parcouru tout ce chemin-là, puis d'être encore devant vous à 57 ans à dire qu'il me reste encore full de faire à faire. Mm-hmm. En terminant, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Que la vie continue aussi longtemps que ça va être possible, mais que la vie continue, ouais. Mm-hmm. Et vous, Arlène? Je pense que tu devrais me souhaiter de l'énergie. Oui. Pour continuer mon parcours. Je pense que c'est la chose que j'aurais le plus besoin. J'espère de pas trop perdre d'énergie puis de pas trop fatiguer avec le temps. Ça serait vraiment apprécié. Puis que ma santé mentale reste aussi saine que ça. Merci énormément, Chantal et Arlène. Vous m'avez donné... Je veux vous donner énormément d'énergie, mais vous m'en avez donné. Vous avez partagé votre histoire de façon... très simple et magnifique en même temps. Il y a beaucoup d'espoir et il y a beaucoup de lumière aussi. Et je vous en souhaite énormément. Je vous souhaite une solidité dans tout le processus que vous faites à tous les jours. Prenez soin de vous. Je pense que ça, c'est quelque chose que je dis depuis vraiment longtemps à tout le monde autour de moi. Puis je vous le dis aussi parce qu'on a tendance à l'oublier des fois. Merci énormément d'avoir parlé de votre vie. C'est un magnifique témoignage. Et moi, j'invite les gens, si vous voulez avoir encore plus d'informations sur le cancer du sein phase 4, d'aller voir parlonsstade4.ca. Voilà. Comme Chantal vous disiez, il y a plein de témoignages sur ce site-là, toutes les informations. Et quand on prend soin de nous, on s'écoute, on comprend, on va chercher de l'aide. Et merci beaucoup de votre témoignage. C'est ce qui rend ça encore plus facile. Merci beaucoup. C'est un immense plaisir. Merci. C'était vraiment intéressant. Merci Arlène. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'entrevue jusqu'à la fin. J'ai énormément de gratitude pour votre présence et j'espère que vous êtes totalement inspirés. Si vous voulez garder contact, rendez-vous sur le Instagram de Femmes de Fer et vous pouvez également vous abonner au Patreon de Femmes de Fer pour encourager l'équipe à produire encore plus de contenu pertinent pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée.